le silence intérieur. À toi qui fais partie de cette communauté silencieuse mais éveillée, à toi qui ressens que quelque chose, au-delà du bruit du monde, cherche à se faire entendre, bienvenue. Sur cette chaîne, nous explorons les profondeurs de l'esprit humain, les mécanismes invisibles qui gouvernent nos réactions, et les chemins intérieurs qui mènent à une liberté plus calme, plus lucide, plus réelle. Ici, on ne cherche pas à fuir le monde, mais à comprendre ce qui, en nous, réagit encore à tout ce qu'il fait. Il existe un moment précis, un instant presque imperceptible, mais irréversible, un moment où quelque chose, en toi, cesse de courir. Tu continues de respirer, le monde continue de parler, les bruits existent toujours. Mais à l'intérieur, quelque chose se retire. Avant d'aller plus loin, si ces mots résonnent déjà en toi, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Non pas pour consommer du contenu, mais pour t'offrir régulièrement cet espace de recul, de lucidité et de présence que nous cultivons ici, vidéo après vidéo. Tu réalises alors que ce ne sont pas les événements qui te troublent, ni les paroles, ni les regards, ni même les pertes. Ce qui te trouble, c'est l'adhérence. Et peut-être que cette vidéo ne va pas t'apprendre à faire taire le monde, mais à reconnaître ce qui, en toi, n'a plus besoin de s'y accrocher. Reste jusqu'au bout. Parfois, le véritable silence n'arrive pas au début, il se révèle à la fin, quand on a enfin cessé de lutter contre ce qui est déjà là. La façon dont ton esprit s'agrippe, serre, retient, comme s'il avait peur que, sans ce tumulte, il n'existe plus. Être inébranlable ne signifie pas être froid, ce n'est pas une armure, ce n'est pas une fuite émotionnelle, c'est une présence, une densité intérieure, une habitation profonde de soi. Être habité, par quelque chose de plus ancien que l'opinion des autres, plus stable que leurs attentes, plus vaste que leurs jugements. Carl Jung nommait cela la rencontre avec l'inconscient, non pas comme un concept abstrait mais comme une réalité vivante, pulsante, agissante. Tant que vous ne rendrez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. Carl Jung. La plupart des êtres humains vivent ainsi, dirigés, mais sans le savoir. Ils appellent cela le hasard, et la malchance, et la fatalité, ils disent, je suis comme ça. C'est plus fort que moi. Je n'ai pas le choix. Mais Jung voyait autre chose, et elle voyait des forces non reconnues, des pulsions refoulées, des peurs silencieuses qui réclament à être vues. La plupart des gens réagissent parce qu'ils ne se connaissent pas, ils confondent leurs émotions avec leur identité, ils prennent leurs blessures pour des vérités, ils défendent une image, un rôle, un masque poli, socialement acceptable. Et sous ce masque, il y a une peur, et la peur d'être insignifiant, et la peur de ne pas compter, et la peur d'être abandonné au silence. Alors ils parlent, ils expliquent, ils justifient, ils s'emportent, ils cherchent à exister dans le regard de l'autre. Mais observe attentivement, plus quelqu'un réagit violemment, plus son monde intérieur est fragile. Jung appelait cela la projection, ce mécanisme par lequel nous rejetons à l'extérieur ce que nous refusons de voir en nous. Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Carl Jung. Le bruit que tu perçois chez l'autre est souvent l'écho de quelque chose qui s'agite en toi. Et c'est ici que le silence intérieur commence, pas un silence imposé, pas une répression, mais un retrait conscient de l'identification. Tu observes une émotion, sans devenir cette émotion, tu ressens une montée de colère, sans lui donner immédiatement un visage, une histoire, un coupable. Ce moment précis juste avant la réaction est un portail. La majorité des gens ne le traversent jamais, ils réagissent trop vite, comme si le silence était dangereux, comme s'il allait les dissoudre. Mais Jung savait, le silence n'efface pas l'individu, il le révèle. Dans le silence, les voix inconscientes commencent à murmurer, les automatismes deviennent visibles, les anciennes blessures se manifestent sans filtre. C'est inconfortable, oui, parce que ce que tu rencontres n'est pas flatteur. Tu découvres que certaines de tes réactions ne sont pas rationnelles, que certaines colères sont anciennes, que certaines tristesses ne t'appartiennent même pas totalement. Elles viennent parfois de l'enfance, parfois d'un conditionnement collectif, parfois d'un idéal que tu poursuis sans savoir pourquoi. Jung parlait de l'ombre, cette partie de la psyché que l'ego refuse d'intégrer, non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle dérange l'image que nous voulons projeter. Dans le silence intérieur, l'ombre se rapproche, non pour te détruire, mais pour être reconnue. Et c'est précisément là que naît l'inébranlable, pas dans le contrôle, mais dans la reconnaissance. Quand tu vois une peur clairement, elle perd déjà une partie de son pouvoir, quand tu observes un besoin d'approbation sans le nourrir, il commence à se dissoudre. Le silence devient alors un espace sacré, un lieu où tu n'as plus besoin de répondre immédiatement au monde, un lieu où tu peux rester avec ce qui est sans le fuir, sans le corriger. C'est pour cela que le calme véritable déstabilise les autres, parce qu'ils sentent inconsciemment que tu n'es plus gouverné par les mêmes forces. Ils parlent et tu écoutes sans t'accrocher, ils provoquent et tu ressens sans exploser, ils attendent une réaction, et trouvent une présence. Et dans cette présence, quelque chose commence à se déplacer en eux aussi. Mais tout commence ici, dans ce premier retrait, dans ce premier silence, dans cette question simple, mais redoutable. Ornement symbole, point d'interrogation noire, question pour l'amiste, ce qui me dérange vient vraiment de l'extérieur,
ou d'une partie de moi que je n'ai jamais osé regarder? L'ombre apprivoisée Ice qui te rend inébranlable, ce n'est pas la positivité. Ce n'est pas la pensée lumineuse répétée comme un mantra. Ce n'est pas l'optimisme forcé, ni le sourire appris pour masquer la tension. Ce qui te rend inébranlable, c'est le courage brutal de regarder ce que tu as passé ta vie à éviter. L'ombre. Carl Jung n'en parlait pas comme d'un ennemi. Il en parlait comme d'une vérité amputée. Une partie vivante de la psyché, rejetée parce qu'elle contredit l'image que l'ego veut maintenir. On ne s'éclaire pas en imaginant des figures de lumière, mais en rendant consciente l'obscurité. Carl Jung. L'ombre contient ce que tu n'as pas eu le droit d'être. La colère interdite. L'envie jugée honteuse. Et la faiblesse non tolérée. Le désir jugé inacceptable. Et la peur maquillée en contrôle. Tout ce que tu as enfoui pour être aimé. Pour être accepté. Pour survivre psychologiquement. Et ce que tu enfouis ne disparaît pas. Cela attend. Cela observe. Cela influence. Les gens s'agitent, provoquent, critiquent, parce que leur ombre cherche une sortie. Elle ne supporte pas le confinement. Quand quelqu'un te méprise sans raison claire, ce n'est souvent pas toi qui l'attaque. C'est une partie de lui-même qu'il refuse de reconnaître. Jung appelait cela la projection. L'ombre ne dit jamais « je suis ici ». Elle pointe du doigt. Et plus elle est refoulée, plus elle devient agressive. C'est pour cela que certaines critiques sont disproportionnées. Pourquoi certaines attaques semblent chargées d'une intensité étrange. Pourquoi certains conflits n'ont rien à voir avec la situation réelle. Ce sont des collisions d'ombre. Mais il existe une autre voie. Une voie que peu emprunte parce qu'elle exige une honnêteté sans anesthésie. Rencontrer son ombre consciemment. Cela ne ressemble pas à une illumination douce. C'est une descente. Un face-à-face. Un moment où l'ego perd son vernis. Tu découvres alors que tu peux être jaloux. Envieux. Contrôlant. Vulnérable. Capable de penser que tu jugerais sévèrement chez autrui. Et l'instinct immédiat est de se défendre intérieurement. De se justifier. De nier. Mais Jung insistait, ce qui n'est pas intégré devient destin. Ignorer ton ombre, c'est lui donner le pouvoir de décider à ta place. La maîtrise commence quand tu cesses de moraliser ton monde intérieur. Quand tu observes sans condamner. Quand tu acceptes de dire « cela existe en moi ». Pas pour agir. Pas pour excuser. Mais pour voir. Voir sans phare. Voir sans filtre spirituel. Voir sans chercher à être une bonne personne. C'est là que quelque chose bascule. Car une fois vu, l'ombre perd son besoin de se manifester à l'extérieur. Quand tu reconnais ta colère, tu n'as plus besoin de la projeter. Quand tu admets ton besoin de reconnaissance, il cesse de gouverner chacune de tes décisions. Un homme qui connaît ses failles n'a plus besoin de se défendre. Parce qu'il n'y a plus rien à protéger. La défense naît de la peur d'être découvert. Mais découvert par qui si tu t'es déjà vu toi-même? C'est pour cela que les attaques extérieures perdent leur prise. Elles n'atteignent plus un point aveugle. Elles frappent un territoire conscient. Récit symbolique, un lac profond ne fait pas de vagues au moindre caillou. Seules les eaux peu profondes s'agitent. La profondeur intérieure agit comme un amortisseur. Les stimuli arrivent mais ils ne traversent plus jusqu'au fond. Cela ne veut pas dire que tu ne ressens plus. Et le contraire. Tu ressens pleinement. Mais sans être possédé. Jung savait que l'intégration de l'ombre ne rend pas meilleur au sens moral. Elle rend entier. Et un être entier est difficile à manipuler. Difficile à provoquer. Difficile à faire vaciller. Parce que la honte a perdu son pouvoir. Parce que le déni s'est dissous. Parce que le regard intérieur est devenu plus fort que le regard extérieur. C'est là que commence la maîtrise. Pas la domination. Pas le contrôle des autres. Mais la souveraineté sur ses mécanismes internes. Une souveraineté silencieuse. Sans démonstration. Sans justification. Et pourtant, profondément perceptible. Les gens sentent quand quelqu'un est plus en guerre avec lui-même. Cela les met mal à l'aise. Ou les apaise. Parfois les deux. Mais toi, à cet instant précis, tu sais que la question n'est plus « comment me protéger ?» mais ornement symbole d'interrogation noire interrogation profonde. Quelle partie de moi cherche encore à être validée, au lieu d'être comprise? Le détachement du regard. Il existe un moment précis où le regard des autres cesse d'avoir du poids. Pas parce qu'il disparaît. Mais parce qu'il glisse. Jung observait que l'individu réellement engagé dans son processus intérieur traverse une phase silencieuse mais décisive. Le détachement du regard extérieur. Ce n'est pas un rejet du monde, ni une indifférence feinte. C'est un déplacement du centre de gravité psychique. Le regard des autres ne s'éteint pas. Il cesse simplement d'être le point de référence. Avant, chaque regard pesait. Chaque opinion orientait les choix. Chaque silence de l'autre appelait une explication. Mais à un certain stade, quelque chose se dénoue. L'individu comprend non pas intellectuellement, mais intérieurement que vivre sous le regard constant des autres revient à exister dans une pièce sans mur. Tout est exposé. Tout est commenté. Et rien ne peut réellement s'enraciner. Jung savait que cette exposition permanente empêche la maturation du soi. Le regard collectif agit comme une lumière trop vive, il éclaire, mais il brûle. Pour se former, la psyché a besoin d'ombre, de retrait, de zones où elle n'est pas observée. Le détachement commence là. Ce détachement ne s'accompagne pas de rébellion. Elle ne crie PAS. Elle ne se justifie pas. Il se manifeste par un calme nouveau.
L'individu cesse progressivement de se demander « Comment vais-je être perçu? Que vont-ils penser? Dois-je expliquer pour éviter le malentendu ?» Ces questions perdent leur urgence. Elles deviennent lointaines. Presque étrangères. Jung dirait que l'ego a cessé de se nourrir du miroir social. Il n'a plus besoin de cette surface réfléchissante pour se sentir réel. À la place, un axe intérieur se forme. Un axe qui ne dépend ni de l'approbation ni du rejet. Récit symbolique. On raconte qu'un homme traversait chaque jour la place centrale de son village. Au début, il ajustait sa démarche. Il observait les regards. Il modifiait ses gestes. Puis, un jour, sans événement particulier, il continua de marcher, sans regarder autour de lui. Non par défi. Par absence de nécessité. Les regards étaient toujours là. Mais ils ne le traversaient plus. Il n'avait rien gagné. Il n'avait rien perdu. Il avait simplement cessé de se situer à cet endroit. Le détachement du regard ne rend pas invisible. Il rend inatteignable intérieurement. Jung comprenait que l'aliénation la plus profonde n'est pas d'être jugé, mais de vivre à travers ce jugement. Tant que le regard extérieur décide de la valeur intérieure, l'individu reste fragmenté. Il joue un rôle, ajuste sa persona, négocie son authenticité. Mais lorsque ce regard perd son pouvoir, la persona se détend. Elle n'a plus besoin de surjouer. Elle n'a plus besoin de se défendre. Le silence devient alors naturel. Non stratégique. Naturel. Ce silence n'est plus une réponse au monde. Il est le signe que le monde n'est plus le juge. À ce stade, l'individu agit sans attendre l'écho. Il parle sans anticiper la réception. Et parfois, il ne parle pas du tout, non par peur, mais par complétude. Jung savait que cette étape est souvent confondue avec de la froideur. Pourtant, elle est le contraire. C'est une chaleur stable, non dépendante. Une présence qui n'exige rien du regard de l'autre. C'est ce détachement qui crée une impression de force tranquille. Pas une force qui impose. Une force qui n'a plus besoin d'être vue pour exister. Ornement symbole. D'interrogation noire. Question pour l'âme. Que resterait-il de tes choix, de tes paroles, de tes silences si le regard des autres cessait? Ne serait-ce qu'un instant d'être le miroir dans lequel tu te reconnais? L'individuation, la souveraineté intérieure. Carl Gustav Jung appelait cela le processus d'individuation. Un mot dense. Lent. Exigeant. Un mot qui ne désigne pas une réussite sociale, ni une affirmation de l'ego, mais une traversée intérieure. S'individuer, ce n'est pas devenir spécial. Ce n'est pas se distinguer. Ce n'est pas s'élever au-dessus des autres. C'est devenir entier. Devenir qui tu es vraiment, au-delà des rôles appris trop tôt, au-delà des attentes silencieuses, au-delà des conditionnements qui ont façonné ta personnalité avant même que tu puisses la questionner. Jung insistait, l'individuation commence là où l'on cesse de se confondre avec ce que l'on croit devoir être. Le privilège d'une vie est de devenir ce que l'on est réellement. Carl Jung. Mais ce privilège a un prix. Et elle demande de renoncer à certaines sécurités. À certaines identités. À certaines appartenances psychiques. L'individu en voie d'individuation découvre une vérité dérangeante. Tant qu'il vit pour répondre aux attentes, il n'est jamais souverain. Il est administré intérieurement par le regard extérieur, par la peur du rejet, par le besoin d'être validé. La souveraineté, dans le sens jungien, n'est pas un pouvoir exercé sur les autres. C'est une autorité intérieure. L'individu souverain ne cherche pas à dominer. Il ne cherche pas à convaincre. Il ne cherche même plus à être suivi. Il incarne. Et cette incarnation est silencieuse. Elle n'argumente pas. Elle n'explique pas pourquoi elle est légitime. Elle agit depuis un centre stable. Jung observait que plus un individu se centre intérieurement, moins il est affecté par les mouvements extérieurs. Les opinions passent. Les jugements glissent. Les projections apparaissent, mais ne s'accrochent plus. Ce détachement n'est pas une armure. C'est une conséquence. À ce stade, un paradoxe apparaît. Plus tu es centré, moins tu es affecté, plus les autres se sentent déstabilisés. Non pas parce que tu fais quelque chose contre eux, mais parce que ta paix agit comme un miroir. Ta cohérence révèle leurs contradictions. Ton calme met en lumière leur agitation. Ton silence fait émerger leur bruit intérieur. Jung savait que l'individuation dérange. Elle dérange ceux qui vivent encore à travers des rôles non questionnés. Elle dérange parce qu'elle ne joue plus le jeu implicite de la compensation psychique. L'individu souverain ne surréagit pas. Il ne s'excuse pas d'exister. Il ne corrige plus compulsivement son image. Il est là entier. Et cette présence suffit à rompre certains équilibres fragiles. Récit intérieur. À mesure que l'individuation progresse, quelque chose se transforme dans la manière d'être au monde. Les réactions ralentissent. Les émotions ne disparaissent pas, mais elles ne gouvernent plus. Et la parole devient rare, mais juste. L'individu cesse de se demander « Ai-je le droit ?» Il se demande « Est-ce vrai pour moi ?» Cette question simple réorganise toute la psyché. Jung décrivait l'individuation comme un dialogue constant entre le conscient et l'inconscient. Un dialogue qui exige de la patience, du courage, et une capacité à supporter l'incompréhension. Car l'individu qui suit sa loi intérieure cesse d'être prévisible. Et ce qui n'est plus prévisible inquiète.
La souveraineté intérieure n'est pas spectaculaire. Elle ne se proclame pas, elle se reconnaît dans la stabilité. Une stabilité qui ne dépend ni de l'approbation, ni du conflit. Une stabilité qui ne cherche pas à convaincre, car elle n'est pas en débat. C'est pourquoi l'individu souverain n'argumente plus son existence. Et elle ne plaide pas sa cause. Et elle ne se justifie pas d'être différent. Il a cessé de confondre lien et soumission psychique. Jung comprenait que la majorité des souffrances humaines viennent de cette confusion. Croire que pour être relié, il faut se trahir. L'individuation révèle l'inverse. Plus l'individu est fidèle à son axe intérieur, plus ses relations deviennent vraies même si elles sont moins nombreuses. La souveraineté n'isole pas, elle sélectionne. Elle sélectionne ce qui peut exister sans domination, sans dépendance, sans masque excessif. Elle permet une relation d'égal à égal, non pas sur le plan social, mais sur le plan psychique. À ce niveau, l'individu cesse de vouloir être compris par tous. Il accepte que certaines parties de lui resteront opaques pour l'extérieur. Non par arrogance, mais par lucidité, tout ne peut pas être partagé sans être appauvri. L'individuation ne mène pas à la perfection. Elle mène à la cohérence. Et cette cohérence devient une boussole intérieure. Une loi intime. Un centre à partir duquel l'individu agit, parle, se tait. Ornement symbole. D'interrogation noire. Méditation intérieure. Suis-je en train de vivre ma vérité, ou celle que l'on attend de moi, celle qui me rend acceptable, lisible, mais intérieurement fragmentée, celle qui m'évite le conflit extérieur au prix d'un conflit intérieur permanent? L'inébranlable, l'éveil final. À ce stade, quelque chose s'est définitivement déplacé. Pas dans le monde. En toi. Tu comprends alors que l'indifférence véritable n'est pas une fermeture. Elle n'est pas un rejet. Elle n'est pas une armure. Elle est une réconciliation. Une réconciliation avec ce que tu es, sans négociation. Sans justification. Sans besoin d'être confirmé par un regard extérieur. Carl Jung l'exprimait avec une clarté presque austère. La paix ne vient pas de l'absence de conflit, mais de la capacité à y faire face. L'éveil final n'est pas un état où plus rien ne t'atteint. C'est un état où ce qui t'atteint ne te désorganise plus. Les conflits existent toujours. Les jugements aussi. Les projections n'ont pas disparu. Mais ils ne trouvent plus de prise. Quand tu deviens inébranlable, ce n'est pas parce que tu as appris à ignorer. C'est parce que tu n'as plus besoin de réagir pour exister. La réaction était une protection. Une réponse réflexe née d'un ancien danger. Un mécanisme forgé dans le besoin d'être accepté, reconnu, sécurisé. Mais ce mécanisme s'éteint quand l'identité cesse d'être fragile. L'inébranlable n'est pas rigide. Elle est souple. Ancrée. Les provocations perdent leur sens, car elles n'atteignent plus un point sensible. Les jugements glissent, car ils ne rencontrent plus de doute intérieur. Les attentes s'effondrent, car tu n'as plus signé le contrat invisible qui t'obligeait à y répondre. Ce qui se produit alors est subtil, mais radical. Ton simple être devient un miroir. Sans effort. Sans intention. Sans stratégie. Les autres se voient en toi, parfois pour la première fois. Ils y projettent leur agitation, leur manque, leur désir de contrôle. Et face à ton calme, quelque chose en eux vacille. Non parce que tu es supérieur. Mais parce que tu n'es plus pris dans le même jeu. Jung savait que l'ego réagit, mais que le soi contient. Réagir, c'est être déplacé de son centre. Contenir, c'est rester présent sans se contracter. L'inébranlable ne fuit pas le conflit. Et elle ne le dramatise pas non plus. Il le traverse. Dans cet état, le silence devient total. Pas un silence imposé. Un silence naturel. Tu n'as plus besoin de répondre à tout. Plus besoin d'expliquer. Plus besoin de corriger. Ce qui doit être compris le sera. Ce qui ne peut pas l'être n'a plus besoin de ton énergie. C'est ici que l'éveil cesse d'être une quête et devient une condition intérieure. Et il n'y a plus rien à atteindre. Plus rien à prouver. Plus rien à défendre. Jung observait que les individus arrivés à ce stade dégagent une impression particulière, une paix qui n'est pas euphorique, mais stable. Une paix qui ne dépend ni des circonstances, ni de l'approbation, ni de la reconnaissance. Cette paix n'est pas passive. Elle est vigilante. Présente. Vivante. Elle sait dire non sans colère. Elle sait se taire sans peur. Elle sait rester sans se perdre. L'inébranlable ne cherche pas à être compris par tous. Et elle accepte que certaines vérités ne puissent être reçues que par ceux qui sont prêts à les entendre. Il n'explique plus son chemin à ceux qui n'ont pas encore commencé le leur. Et dans cette acceptation, quelque chose se ferme définitivement, le besoin de convaincre le monde de ta légitimité. Si cette vidéo t'a parlé, si un mot, un silence, ou une idée a résonné en toi, prends un instant pour soutenir ce travail. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche pour ne pas manquer les prochaines explorations et si tu le peux, laisse un like, non pas comme un geste mécanique mais comme un signe de reconnaissance. Je t'invite aussi à écrire en commentaire ce qui t'a le plus touché dans cette vidéo. Parfois, mettre des mots sur une prise de conscience lui donne le pouvoir de s'ancrer. Tu n'es plus en train de devenir .tu es .et cet être-là n'a pas besoin de bruit. Ornement symbole. D'interrogation noire. Dernière question pour l'âme. Lorsque quelque chose te provoque, lorsque le jugement surgit, lorsque l'incompréhension apparaît, est-ce que tu réagis pour te protéger ou peux-tu rester présent, calme, entier, sans te contracter, sans te justifier quoi qu'il arrive?
Si tu ressens l'élan de continuer ce chemin intérieur, la vidéo qui apparaît à l'écran prolonge cette réflexion. Clique dessus, et laisse le silence t'y conduire.